on va plutôt se focaliser sur les équipes qui vous surprennent en ce début de saison. On a un peu plus d'un mois de saison régulière en NBA. Il va rester encore une 60aine de matchs à peu près. Dites-moi tout. La semaine dernière, on faisait un petit peu les équipes qui seraient plutôt tanker, donc Victor Wembanyama compatible. Là, on va monter un petit peu le level. Quelles équipes vous surprennent en ce début de saison? On commence par toi, Mélissa. Pour moi, les Cavaliers. Cavaliers. C'est ma team, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Allez, on t'écoute. Donc, une équipe de la conférence Est, les Cavaliers. On regarde le tableau d'ailleurs. Bien en selle, les Cavaliers. Donc, 21 journées de saison régulière. Donc, c'est à peu près pareil pour cette équipe que pour le reste. Troisième place à l'Est, quand même. 13 victoires, 8 défaites. Et troisième au pourcentage de tirs à 3 points. 39,1% à 3 points. Quand on sait que le NBA moderne aujourd'hui, c'est beaucoup au large. Quand on les met, c'est mieux. On t'écoute, Mélissa. Non, Cavaliers, parce que c'est pas la place qu'on les attendait. Ils étaient 9e normalement l'année dernière, ils ont fini 9e. Mais si tu les prends les 2 années avant et les 3e années avant, ils étaient avant-dernier et dernier. Donc pour moi, c'est une équipe à laquelle on ne regarde plus, on n'en parle plus depuis que LeBron est parti, depuis que... Ils ont tourné cette page-là. Irving, on a tourné la page. Et assez vite, d'ailleurs. Et très très vite d'ailleurs, parce que derrière ça, après, il y a Kevin Love qui est reparti là-bas, mais bon, il n'y a pas eu de résultat, il est aussi blessé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, les Cavaliers, c'est juste pas l'équipe à laquelle tu t'attends à ce qu'ils puissent être 3e ni 4e. Alors, qu'est-ce qui explique justement cette bonne position? Est-ce que c'est l'arrivée de Donovan Mitchell? Est-ce que c'est l'éclosion d'Evan Mobley qui progresse un peu? Ou Darius Garland aussi, le meneur explosif All-Star déjà? Beaucoup développé sur ça. Alors, vas-y, on a peu de temps, malheureusement. Je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'on a pris la même équipe et on est tous les deux surpris, mais il l'aime beaucoup plus que moi. Moi, je suis surprise parce que c'est pas une équipe que j'apprécie forcément et que j'ai l'habitude de regarder, mais surprise, agréablement surprise par, entre guillemets, ce qu'ils sont en train de proposer et le jeu qu'ils sont en train de proposer, tout ce qui se passe autour. Mais comme c'est... Biggerstaff, Evan Mobley, Darius Garland, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donovan Mitchell. Quel est le joueur, ou bien sûr le coach pour le Biggerstaff, qui a le plus d'impact sur les résultats de la franchise? Fou. Qui? Oui, alors on a peu de temps, je préfère préciser. Honnêtement, Sylvain, pour moi, ce serait prendre le mauvais chemin que d'essayer d'identifier une personne. D'accord, c'est vraiment collectif? Oui, c'est un effort collectif. Et c'est à l'image de ce début de saison, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, l'arrivée de Donovan Mitchell aide à vraiment upper les ambitions. Ils sont en train de se dire, mais déjà l'année dernière, on a montré le bout du nez. On était des jeunes loups là, qui avions faim. Maintenant, on a l'alpha qui vient d'arriver, le chef de meute, une année supplémentaire. Même si Mobley est un petit peu décevant, je pense qu'il a encore du mal à passer ce palier, surtout avec le départ de Markkanen du côté des Jazz. Là, c'est vraiment porte ouverte. Kevin Love compense. Donc, vu que Mobley met un peu de temps, Kevin Love revient. Allez, il est tombé dans la fontaine de jouvence. Tout se passe bien, il met dedans. Ce qui est important pour moi, c'est que c'était l'équipe que j'avais mentionnée en début de saison. On avait dit qu'elle était un peu votre outsider de choix. On s'en souvient. Et si vous pouvez les regarder sur notre chaîne YouTube, sur les premiers épisodes, c'est exactement l'équipe que j'avais choisie. Donc, merci Mélissa pour la passe d'ess. Et ce qui est intéressant, c'est tu regardes la différence de points au niveau des victoires, au-delà du bilan. Tu as les Suns à l'ouest et les Celtics à l'est. Devinez qui est troisième de toute la NBA en termes différentiels de points? Eh bien, c'est les Cavs. Et c'est quelque chose de significatif. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que les victoires et les défaites, ça vient, ça va. Mais le différentiel de points démontre tout de même une qualité de jeu dans la constance de la saison. Alors, qualité sur quels aspects du jeu? Défensif ou offensif? Les deux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre des points sur le scoreboard, mais ils sont aussi capables de maintenir la défense ou en tout cas de faire le job nécessaire défensivement pour avoir des victoires plus confortables. D'accord. Sur le pourcentage de tir à 3 points, toi qui as été shooter toute ta carrière et toute ta vie, comment tu analyses le fait que ça step up à ce niveau-là et que maintenant ils sont quasiment à 40%? Eh bien, il y a, on va dire, qualité du jeu proposé en attaque avec le mouvement de ballon, la volonté de se passer la balle. Arrive dans les bons timings. Bon timing et surtout volonté de l'extra passe parce qu'on ne peut pas maintenir un pourcentage au tir très très élevé quand on est sur de l'exploit individuel, quand on est sur du travail collectif pour démarquer le coéquipier. Et sans shooter référencé, on est bien d'accord. Exactement. Et le petit point à dire aussi pour finir, c'est qu'ils sont intraitables à la maison. 8 victoires et 1 défaite. Et c'est là où il faut qu'ils passent un palier, c'est leur capacité à voyager. À voyager correctement. Ouais. On va écouter Melvin aussi qui a un point notamment sur Sacramento et Indiana dans son focus. Mon équipe surprise de ce début de saison, elle est en Californie. Et non, ce n'est pas les Warriors, ce sont les Kings entraînés par un ancien assistant coach des Warriors, Mike Brown. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur 3 personnes qui sont responsables pour ce bon début de saison. Mike Brown, le coach, Monty McNair, le GM, et De'Aaron Fox, le meneur de jeu et la star de cette équipe.
Donc Mike Brown, c'est vraiment le gros changement. C'est exactement le coach qu'il fallait à cette équipe. C'est un coach qui est extrêmement sérieux, extrêmement organisé, voire maniaque, à cheval sur certains principes de jeu. Et tout son collectif, tous ses joueurs ont vraiment répondu présent à ce qu'il demande. Monty McNair, c'est le GM. On se rappelle qu'il avait été conspué pour le trade d'Haliburton et de Sabonis, mais au final, Sabonis brille avec Fox à Sacramento et il a réussi à aller chercher des shooters pour vraiment les accompagner comme Kevin Huerter. Et la mayonnaise prend vraiment bien. C'est la 6e meilleure attaque à l'évaluation de la NBA. Et enfin, De'Aaron Fox qui est en train de franchir un autre palier, qui fait une saison de All-Star. Il tourne à 25 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 38% de réussite à 3 points. C'est vraiment le moteur de cette équipe. Donc les Kings sont vraiment en train de construire quelque chose de sérieux et sauf blessure, ils vont faire partie de cette course au play-in, au play-off. Et pour la première fois depuis 18 ans, ils vont être au-dessus des 50% de victoire après 20 matchs. La ville Melvin, Sacramento, effectivement, belle surprise de cette conférence Ouest. En 2 mots, rapidement, Mike Brown, De'Aaron Fox, où le projet collectif fait que cette équipe surprend et est bien classée dans la conférence Ouest. Projet collectif, même chose. On ne peut pas mettre qui que ce soit au-dessus du lot puisque on voit très bien que s'il y a une défaillance dans l'effort, une défaillance dans la rigueur du jeu présenté, ça tombe. Tout de suite, ils n'ont pas cette marge en fait. Donc on ne peut pas dire, oui, si De'Aaron Fox fait ça, on est sûr que... Non. Ça doit être à la même échelle que Cleveland. J'ai même envie de dire que toutes les franchises, même Boston à l'heure actuelle qui est premier, on doit s'appuyer sur une volonté collective d'appliquer une philosophie de jeu et de se mettre les fesses au sol défensivement pour pouvoir être compétitif et engranger les victoires. Sacramento. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'aime beaucoup les mots qu'on est en train de dire par rapport au collectif parce que c'était un petit peu. On avait un peu un discours qui était un peu trouble en ce moment, que ce soit dans le basket international aujourd'hui en Europe. Et ce collectif, ce mot-là collectif qui revient aujourd'hui dans le basket, c'est très important parce qu'on avait l'impression que c'était plus individualisé, qu'il fallait qu'un joueur mette 30 points ou joueur. D'entendre qu'on gagne collectivement et que c'est important. Je suis super contente qu'on puisse dire ça. Et ça reste aussi une équipe aujourd'hui qui n'a aucune blessure. C'est la seule équipe en NBA qui n'a aucun blessé. C'est vrai. Je leur souhaite que ça peut-être qu'ils profitent aussi de cette situation. Et puis surtout, on oublie qu'au sein du collectif, les individualités fortes brilleront quoi qu'il arrive. Exactement. Mais c'est pour le bénéfice du le collectif projet. fait briller effectivement les individualités. Et vice-versa. Et les individualités qui mettent au service du collectif leurs qualités pour permettre, tu sais, de... Mais non. Le coach est là, on sent que ça te passionne. On ne mentionnera pas Indiana, mais pareil, Indiana c'est pas mal. Et les Pelicans et les Pelicans aussi, c'est très très bien. Les Pelicans, et donc on dira bien le trade, entre guillemets, je suis désolé, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'était entre guillemets pleurer à Haliburton qui est parti, c'était peut-être très triste, mais aujourd'hui récompensé par leur victoire. Mais désolé, mais Haliburton de l'autre côté brille aussi, et l'équipe monte. Donc c'était un deal win-win pour les deux. C'était